Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode dans le viseur, de récits d'opérations, de récits de moments de vie militaire, de vie en uniforme en tout cas. Aujourd'hui en partenariat avec l'école de guerre terre et j'ai le plaisir de recevoir le commandant Christophe, donc bonjour. Bonjour Alexandre. Alors vous êtes donc évidemment cette année à l'école de guerre terre, et je crois que vous venez de nous raconter un souvenir qui n'est pas si ancien. Alors je peux dire que vous venez de fêter récemment vos 2 décennies dans les armées, donc félicitations. Merci à vous. Et c'est un souvenir un peu plus récent puisque il date de 2014 je crois, en République centrafricaine. Alors peut-être dites-nous d'abord où vous étiez à cette époque-là, dans quel régiment, dans quelle unité, et puis comment vous vous êtes retrouvé en RCR à cette époque-là. Alors c'était une époque effectivement un petit peu particulière. J'étais officier adjoint au sein de la première compagnie du 7e bataillon de chasseurs alpins. Je peux préciser aux auditeurs que vous êtes arrivé avec ces bérets, vous m'avez dit que ça s'appelait la tarte, donc ces bérets extrêmement repérables des chasseurs alpins que tous les auditeurs peuvent voir, parce qu'il y en a qui sont parfois en patrouille sentinelle dans les rues de France, donc on les reconnaît de loin les chasseurs alpins. Mais donc vous étiez chasseur alpin, un chasseur alpin se retrouve en République centrafricaine, pas trop dépaysé à l'époque ? Non, puisque la brigade était assez habituée à être déployée en Afrique. De nombreux mandats avaient été conduits auparavant, et donc à l'instar de l'ensemble en tout cas des unités des forces terrestres, nos projections ne se limitaient pas aux zones de grand froid, fort heureusement d'ailleurs à l'époque. Non, nous avions été déployés donc dans le cadre en tout cas effectivement de l'opération Sangaris, donc qui avait été initiée fin 2013. La situation à l'époque dans le pays restait suffisamment tendue pour que le groupement tactique interarmes, donc le bataillon qui avait été déployé en urgence depuis le Tchad au lancement de l'opération, soit relevé sur le théâtre et non pas au Tchad comme initialement était prévu. Donc la compagnie a été envoyée dans ce cadre-là, donc sous le commandement du GTIA de Boissieu, aux ordres du 4e chasseur. Donc ça veut dire vous pensiez aller au Tchad et en fait vous vous êtes retrouvé en Centrafrique pour relever les camarades qui y étaient déjà. Tout à fait. La situation exigeait leur maintien. On peut préciser, c'est intéressant. Je ne sais pas à quel point les auditeurs seront familiers, mais c'est quand même 2 climats très très différents. Oui. Le Tchad, c'est vraiment le désert. La Centrafrique, c'est au contraire très très vert, voire la jungle par endroits, quoi. Effectivement. D'ailleurs, le MT à cette époque-là avait perçu ses treillis sable, mais au final, en urgence, on nous avait refourni une nouvelle dotation de treillis Centre-Europe pour pouvoir être déployés dans les bonnes conditions de camouflage. C'est intéressant, les indices au treillis. Est-ce que le treillis est bon pour là où on nous envoie ? Alors, comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé ? C'est-à-dire, en fait, quelle était la mission à ce stade-là, puisque vous n'étiez pas les premiers sur zone, enfin, vous n'étiez pas les premiers dans cette mission-là. Comment ça se présentait au moment où vous êtes arrivé ? Alors, nous sommes arrivés dans une situation effectivement un peu particulière, dans le sens où, globalement, la situation au nord du pays, le GTIA que nous allions relever, le GTIA Dragon du 12e cuirassier, avait connu au début de son mandat plusieurs combats, notamment dans le secteur de Bogila. Et depuis, la situation restait assez calme. En revanche, dans Bangui et dans l'est du pays, des noms tels que Bambari vous rappelleront notamment certains événements, la situation restait assez tendue. Nous, notre zone de responsabilité à ce moment-là se trouvait plutôt dans la partie ouest et nord du pays. Voilà, donc dans des villes telles que Boali, Bosangoa et Bosambélé. Donc nous avions une compagnie qui était répartie sur 2 emprises. Et au tout début, de mai à fin juin, notre mandat en tout cas, ressemblait plus ou moins à une opération de stabilisation et de retour à la normale, comme on peut le connaître dans la plupart des opérations de maintien de la paix. Oui, on peut se rappeler, c'était une question d'interposition au milieu de ce qui menaçait d'être quand même une guerre civile très sanglante. Il s'agissait de s'interposer pour qu'il n'y ait pas les massacres qu'on pouvait prévoir, quoi. Tout à fait. Alors le secteur de la compagnie était quand même un petit peu particulier, puisqu'effectivement nous avions un poste avec la moitié de la compagnie sous mes ordres à Bosambélé, qui avait pour principale préoccupation d'accompagner le retour à la normale et d'éviter certains débordements des anti-Balaka, donc les milices d'autoprotection qui s'étaient formées et qui ont fini par dériver sur certaines pratiques un petit peu parfois criminelles. Et de l'autre, au nord, nous avions une demi-compagnie, aux ordres de mon commandant d'unité cette fois-ci, qui, elle, avait pour but, en tout cas, d'avoir à la fois une action de contrôle de zone sur sa localité, mais également une posture plus ou moins dissuasive vis-à-vis de possibles éléments Séléka qui étaient présents aux abords nord-est de la zone.
Donc deux ambiances légèrement différentes, deux atmosphères un petit peu compliquées, des acteurs différents. Et effectivement, de même, d'ores et déjà, nous avions un petit peu le melting pot des belligérants en place. Oui, c'est-à-dire d'un côté les milices plutôt chrétiennes et de l'autre côté les milices plutôt musulmanes. Enfin, même si évidemment ça se résume pas à des questions de religion, mais il y a un peu de ça quand même. Tout à fait. Et alors, ça a fini par péter ? On peut dire effectivement les choses comme ça. Nous avons eu d'ores et déjà un premier avertissement début juillet à Mbali sur le fait que nous vivions en fait dans un calme qui était précaire. Ce qui veut dire qu'en fait la zone de responsabilité, tant que nous y étions, tout était calme. Mais si nous avions tendance à nous déplacer un peu plus au nord-est, nous pouvions entrer dans des affrontements durs avec des éléments Séléka assez déterminés et assez convaincus de leur bon droit. Donc les Séléka sont donc les musulmans, enfin les milices musulmanes. Oui, les milices qui composaient effectivement l'ex-rébellion, qui avait renversé le président Bozizé et qui ensuite, effectivement, fin 2013, avait dû abandonner le pouvoir après des affrontements dans Bangui et l'intervention des forces internationales. Mais juste, ça ressemble à quoi en fait c'est-à-dire qu'est-ce que vous faisiez qui maintienne le calme ? Est-ce que c'était votre présence, vous étiez sur des bases, des postes avancés, etc., pas loin, et que votre présence pas loin suffisait à maintenir le calme ? Est-ce que vous faisiez des patrouilles régulières ? Enfin, comment est-ce que concrètement, quel est le mécanisme fonctionnel par lequel vous réussissez, ou pas d'ailleurs, mais plutôt à maintenir l'ordre ? C'était effectivement, comme vous le dites, une opération de contrôle de zone. Donc effectivement, des postes au plus près des centres de population, des interactions... Dans les villes, Oui, tout à fait, dans les villes. Des interactions avec les acteurs locaux. Alors, à la fois nos partenaires internationaux, nous avions notamment les contingents camerounais, mais également les contingents congolais, avec qui nous travaillons énormément, nos partenaires africains. Également les acteurs locaux, nous essayons, en coordination avec nos partenaires africains, de redonner également de l'importance aux autorités civiles et également aux acteurs sécuritaires centrafricains qui reprenaient petit à petit leurs prérogatives, en essayant d'accompagner également leurs patrouilles. Et nous avions ce rôle de stabilisateur, de présence rassurante, d'essayer, au travers de ces patrouilles, de parler à chacun, d'arpenter les marchés, de prendre le temps de temps en temps de répondre à un signe des enfants. Enfin, le but était de faire en sorte que la force apparaisse comme une force présente, à la fois en appui également d'acteurs africains pour rappeler la place que nous donnions à nos partenaires dans la résolution de ce conflit, mais surtout en soutien des différents acteurs sécuritaires et politiques de ce jeune État centrafricain qui renaissait de ses cendres après la crise de fin 2013. Et ça se passait bien ? Enfin, je ne sais pas à quel point, parce que vous commandiez donc la demi-compagnie. D'ailleurs, je ne sais pas à quel point vous faisiez vous-même des patrouilles ou pas. En gros, comment ça se passait ? Quelle était l'ambiance telle que vous pouviez ou pas la sentir ? Dans mon secteur, c'était une vie de poste. On était très, très attentifs aux actions de prédation que pouvaient conduire justement certains groupes autoproclamés anti-Balaka, mais qui ressemblaient effectivement plus à des groupes mafieux que des groupes d'autodéfense. Nous avions quand même réussi à tisser... C'est quoi les prédations ? C'est des prédations, du racket, nous pouvons parler de viol, d'enlèvement, enfin, tout ce genre d'événements qui rentrent dans la criminalité. Ça se passait pas quotidiennement, mais en tout cas régulièrement dans votre coin. Ça se passait assez régulièrement dans tout le pays, effectivement. Et donc notre objectif, c'était de limiter par notre présence et par le fait également de renforcer l'autorité des forces de sécurité locales, en se montrant régulièrement à leur côté et en appui de leur action, de faire en sorte d'accompagner un petit peu ce retour à la normale. Les gens y étaient assez sensibles. Mais c'est pas vous qui gériez le truc, c'est pas vous qui résolviez les problèmes, enfin c'est pas vous qui les attrapiez, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est difficile, pas, en tout cas j'ai l'impression que c'est un peu difficile de comprendre exactement votre place et à quel niveau et à quel contact il faut se situer pour à la fois que les choses se fassent et efficacement avec ce que vous apportez, et en même temps pas donner l'impression que vous faites les choses à la place des autorités, quoi. Alors en fait, votre objectif dans ces cas de ces opérations de stabilisation, c'est d'être un facilitateur. Qui soit à la fois légitime sur le plan médiatique, sur le plan politique et auprès de la population. Je vais prendre un exemple tout simple, ça a été celui d'une distribution de vivres de la part d'une ONG. Donc une ONG locale qui devait venir distribuer ses vivres dans la localité de Bossambélé, qui ne savait pas où aller. On leur a proposé de venir la faire à proximité du poste. Voilà, donc nous avons sécurisé juste les abords pour nous assurer qu'il n'y ait pas de problème au cours de la distribution.
Et donc la distribution a pu se réaliser, ce qui avait été une première depuis plusieurs semaines. Donc riz, huile, enfin tout produit de première nécessité à la population. Et ce qui nous a marqué à la fin, mais du coup nous avons réussi à rebondir très rapidement, c'est que les responsables de l'ONG sont ensuite venus nous poser une partie des vivres qui étaient destinés à la population, sont venus nous les offrir en remerciement de la sécurisation. Et donc là, nous avons immédiatement effectivement refusé, mais poliment, tout en les orientant sur comment on a les rations de combat françaises, c'est déjà très bon, c'est ça? Exactement, mais surtout en fait, on a profité parce qu'il y avait la responsable d'un dispensaire local qui était présent, et donc nous avons immédiatement et physiquement mis en relation les deux personnes pour qu'elles puissent bénéficier de ces choses-là. Ouais, mais c'est marrant de leur faire comprendre que l'armée française ne prend pas sa part. C'est ça. Ouais. Et le but, c'est vraiment en fait d'accompagner un retour à la normale, de faire en sorte que malgré la crise que traversent ces gens, ils soient rassurés sur le fait que leur pays va renaître de ses cendres, que nous ne sommes pas là en tant que nouveaux gouvernants, nous sommes bien là en appui de tous les autres, et surtout d'essayer à chaque fois de replacer, alors là dans le cadre du continent africain forcément, l'Afrique au centre du village africain. Voilà. Et alors quand est-ce que ça s'est dégradé? La situation, nous avions eu un premier avertissement en tout cas des premières complications sur une première opération qui avait été conduite début juillet dans un secteur reculé sur lequel nous avions des indices de prédation de la population, cette fois-ci par les groupes Seleka. Une opération avait été conduite et cette dernière nous a placés dans un affrontement avec un ennemi numériquement égal, voire supérieur à nous, mais équipé d'armements légers. C'est un affrontement assez intense. Nous avions eu un blessé à ce moment-là, qui a été évacué sous les tirs adverses au contact. Mais c'est combien? Enfin, c'est quoi les effectifs? Enfin, je veux dire, c'est quoi? Nous avions environ une cinquantaine d'éléments débarqués. De ce que nous avons pu juger, voir. Le nord de la Centrafrique. Mais attendez, donc ça veut dire qu'il y a un village un endroit où vous apprenez qu'il se passe un truc, vous débarquez avec une section, quoi. Tout à fait. Et là, avec une section effectivement et un peloton. Ouais, et là ça vous tire dessus et il faut les mettre en fuite, quoi. C'était ça. En gros, nous sommes arrivés sur une séquence où nous avions face à nous un adversaire au moins aussi nombreux que nous, et nous étions rentrés dans une séquence où il fallait effectivement leur montrer qu'on était les plus déterminés. Il était hors de question pour nous à ce moment-là de rompre le contact, une fois que nous avons pu sécuriser notre blessé, mais après derrière l'objectif c'était bel et bien de leur faire comprendre qu'ils s'étaient attaqués en tout cas à la mauvaise unité. Ah mais c'est intéressant, parce que c'est intéressant que les types, ces miliciens, s'en prennent à une section plus un peloton de l'armée française. Enfin, je veux dire, ça implique qu'ils se sentaient déjà quand même relativement puissants ou retranchés ou établis. Enfin, voilà, je veux dire, c'est pas... parce qu'on le sait, au Sahel notamment, c'était un truc des groupes terroristes qui faisaient une action et qui ensuite se dispersaient tout de suite parce que c'était leur stratégie. Là, vous aviez quand même un adversaire qui soit se sentait chez lui ou en tout cas se sentait... capable de ne pas être délogé. Suffisamment confiant, je vous rejoins. Je pense qu'on peut comparer l'état d'esprit qui existait au sein de l'ex-Seleka à cette époque-là comme celui qui existait au sein de certains milieux militaires allemands en novembre 1918. C'est-à-dire le fait que finalement, faute d'une véritable défaite marquante au début des hostilités, les intéressés ne se considéraient pas comme vaincus et se considéraient comme suffisamment, en tout cas, armés pour pouvoir nous affronter s'ils considéraient que nous sortions de notre périmètre. Bon, mais donc, un engagement avec une cinquantaine d'ennemis où ça tire et où vous avez un blessé, c'est donc que, globalement, c'est pas la sérénité pas en train de gagner la région, quoi. Non, tout à fait. Nous sentions que nous avions touché, en tout cas, ce qui pourrait être comparable à un nid de guêpe. Suite à cet événement, nous sommes redescendus dans la région de Bangui pour être placés en état d'alerte, puisque cette période allait être suivie par une un peu plus tendue qui allait entourer les accords de Brazzaville, une première tentative d'obtenir un cessez-le-feu. La situation était tendue et certains craignaient effectivement, à juste titre, que les Seleka tentent un coup de force au cours de ces accords et tentent de descendre sur la capitale. Donc nous avons été placés en alerte dans le secteur de Damara face à un des couloirs de descente historique des rébellions centrafricaines. C'est au cours de cette mission d'alerte, donc sur place, que nous avons appris fin juillet que la situation était en train de se dégrader à Batangafo et que 2 soldats congolais, cette fois-ci de la République démocratique du Congo, du détachement local de la MISCA, avaient été abattus par les Seleka.
Immédiatement, donc, ordre a été donné au GTIA de remonter au nord et de faire appliquer les mesures de confiance à Batangafo. Les mesures de confiance, cela consiste en soi à s'assurer d'un contrôle strict de l'armement et de cantonner les combattants des parties adverses. Ça veut dire quoi, contrôle strict de l'armement ? C'est-à-dire s'assurer qu'ils n'ont pas d'armes ou s'assurer qu'ils n'en ont pas trop ? Le contrôle strict de l'armement, à ce moment-là, c'était surtout s'assurer qu'en fait, les parties en présence qui étaient censées être désarmées, en fait, puissent être cantonnées comme n'importe quelle force militaire dans des zones au sein desquelles elles conservent leur armement, mais qu'elles ne sortent pas avec de ces zones définies et qu'elles ne les utilisent pas contre la population. Batangafo avait également en son sein un important centre de réfugiés. C'est quand même vaguement inquiétant, quoi. Même s'ils restent chez eux, le fait qu'il y ait plusieurs parties très armées dans des endroits qui sont quand même pas très éloignés, on sent bien que ça risque de mal se terminer, quoi. L'objectif, c'était d'amener en fait une résolution du conflit, je pense, en douceur. Le but était de faire en sorte que, à l'instar de nombreux autres programmes que nous avons pu voir, qui ont été conduits par les Nations Unies, des fois par des coalitions africaines, toujours avec l'appui de la France en Afrique, très souvent le but était de faire en sorte que des soldats qui n'avaient quasiment connu que ce cursus-là, fussent-ils rebelles ou loyalistes déchus, en fait retrouvent une place dans les forces de sécurité du nouvel État. Le but étant d'éviter d'avoir des forces de sécurité issues d'une ethnie ou d'une religion auparavant opprimée qui décident de prendre sa revanche, comme on a pu le voir dans certains pays du Moyen-Orient, mais bel et bien d'essayer d'accompagner et de reconstruire une cohésion nationale, notamment au sein des forces de sécurité. Donc là, contrôle strict de l'armement, ça tient à peu près, et ensuite ? Donc le but est d'appliquer ces mesures. Le but était beau. Ouais. Donc très rapidement, le GTIA s'est mis en route. Dans un premier temps, nous sommes remontés donc sur Bossangoa, dans le nord de la Centrafrique. Et nous avons ensuite, une fois que les ordres ont été donnés et que la manœuvre a été décidée, nous avons dans un premier temps fait route, donc sous de mauvaises conditions, puisqu'on était en début de saison des pluies, dans la direction de Buka, un petit fief anti-Balaka local. Le but étant déjà de marquer notre présence et de voir si la situation se calmait. Le 3 août, nous recevons l'ordre de monter sur Batangafo et d'y faire cette fois-ci appliquer strictement les mesures de confiance. Le 3 août soir, nous prenons la route et donc nous avons un périple entre Buka et Batangafo. Je n'ai plus la carte en tête, je vous dirais volontiers que cela faisait entre 60 et 90 km. Je suis navré de ne pas pouvoir être plus précis. Donc sous une pluie assez battante, avec toutes les routes de nuit, avec les embourbements de vab que cela peut arriver, les mesures de sûreté à faire, le tout sous une pluie assez importante. Et nous arrivons... c'est pas bien ça. Déjà, ça doit être vaguement stressant de se dire on va vers cet endroit-là où ça risque de péter. En plus, vous prenez la drage sur le chemin, il faut faire des embourbements. C'est ça. Vous dites que vous allez arriver frais le lendemain matin, quoi. Et effectivement, on arrive un petit peu fatigué le lendemain matin, mais nous y arrivons. Nous sommes le 4 août matin, et nous allons commencer notre progression. À ce moment-là, le commandant d'unité m'avait confié l'avant-garde du SGTIA, l'avant-garde de la compagnie, donc un peloton et une section. L'objectif étant pour moi de saisir par la force si nécessaire, et j'insiste bien sur le si nécessaire, un point d'entrée dans la localité afin de lui permettre derrière d'exploiter avec le deuxième échelon de la compagnie et de s'assurer de contrôler la partie occidentale de la ville. Donc en gros, s'assurer qu'ils n'aient pas fortifié la ville et qu'en gros, il fallait que vous tapiez une brèche dans une éventuelle système de défense qu'il pourrait y avoir pour s'assurer qu'ensuite la compagnie puisse dérouler et entrer, quoi. Tout à fait. Soit cette brèche nous était ouverte volontairement par l'une des forces en présence, les Séléka, soit nous devions nous faire un chemin par la force, l'objectif étant très rapidement de rétablir la liaison également avec le contingent congolais qui était toujours sur place et qui avait besoin d'être un minimum appuyé dans son opération. Nous avions bien évidemment, la manip n'était pas montée qu'avec une seule compagnie, nous avions également une compagnie deuxième rep, la deuxième compagnie du GTIA qui était en mesure d'appuyer l'action de la compagnie. Donc le rep, rappelons, c'est le régiment étranger de parachutistes, c'est les légionnaires parachutistes. Nous avions également à ce moment-là un appui aérien, donc constitué théoriquement
de plusieurs playtime assurés par plusieurs temps d'appui dans les airs, excusez-moi l'expression, assurés par 2 rafales en provenance de N'Djamena. Nous avions également 2 hélicoptères Gazelle qui étaient en mesure d'apporter un appui à l'action du GTIA. Et enfin, nous allons le savoir un peu plus tard, nous avions également un Puma Tigre, donc un Puma équipé d'un canon de 20, qui serait également en mesure de nous apporter éventuellement un soutien. Donc le risque n'avait pas été sous-estimé. Mais pas de Tigre. Pas de Tigre lui-même, mais un Puma Tigre. Ouais. Un Puma Pirate, excusez-moi, je me suis mal exprimé. Oui, parce qu'on sait que les militaires de l'armée de terre adorent les tigres, parce que les tigres sont vraiment des machines incroyables pour les appuis. Ce sont de très belles machines. Ouais. Ok, donc vous arriviez, le plan était clair. Le plan était clair. Normalement, il y avait du soutien derrière. C'est ça. Donc. J'embarque dans le VAB d'une des sections concernées. Mon objectif était, une fois arrivé sur place, de pouvoir débarquer et de rejoindre très rapidement le chef de section concerné pour pouvoir assurer une liaison correcte avec le haut, permettre la meilleure coordination entre les groupes qui étaient au combat, s'ils devaient être au combat, et le commandant d'unité. Petit problème à ce moment-là, une radio du PC principal n'est pas bonne, donc du coup ma propre radio que j'avais dans la musette, finalement je la rends à l'année transmetteur compagnie pour permettre au commandant d'unité de bénéficier de l'ensemble de ces systèmes de ces moyens de commandement. Donc j'embarque sans radio, malheureusement, contre incident technique dans le VAB. Attendez, juste, vous êtes censé, pas prendre un village, mais ouvrir une brèche face à des tas, avec un soutien qui risque d'arriver, donc avec lequel il faut que vous coordonniez, et vous n'avez pas de radio. Alors, le chef de section, lui, en avait une, que j'accompagnais. La seule problématique, c'est qu'en fait, un des postes destinés au commandant d'unité n'était plus bon. Il nous avait lâché pendant la nuit. Donc, du coup, mon propre poste radio a été mis à contribution pour qu'il y ait tout ce qu'il faut au niveau du commandant d'unité. Et pour moi, de toute façon, la situation était relativement claire. Le but était très rapidement de reprendre liaison physique avec le chef de section et de pouvoir, à partir de là, apporter un soutien. L'officier adjoint intervient très peu, en fait, en règle générale, sur les réseaux radio. Il assure un suivi. Globalement, la discussion, c'est vraiment entre les chefs de section, le CDU, et derrière, ensuite, le CDU, effectivement. Le CDU, donc le commandant d'unité. Oui, excusez-moi. Et le haut. Nous partons, nous roulons. Très rapidement, la colonne s'arrête. Nous comprenons que depuis l'intérieur du VAB, que les saguets, donc des engins à roues avec un canon de 90 mm, sont arrivés à vue. Les 2 saguets du peloton sont arrivés à vue du premier poste des Seleka. Donc à ce moment-là, je suis dans l'attente, je suis en liaison directe avec le chef du groupe dans lequel qui me rend compte des observations de son chef de section. Et les premiers coups de feu partent. Premier coup de feu, un coup de canon de 90, donc qui fait comprendre qu'une saga a riposté. Les coups de feu, un deuxième coup de canon de 90, et très rapidement... Juste, les coups de feu, c'est forcément les coups de feu des Seleka, c'est pas vos hommes qui tirent, ou pas? Alors... À ce moment-là... D'ailleurs, est-ce que vous êtes capable de reconnaître le bruit alors que vous n'êtes pas exactement sur place? Enfin, j'imagine qu'ils ont des Kalachnikov qui sont quand même des armes. J'ai envie de vous dire qu'au fur et à mesure, vous finissez par vous y faire. Est-ce qu'après, derrière, c'est quelque chose que vous garderez à vie? Je le pense pas. Sauf si vous appartenez effectivement à des unités qui connaissent un combat assez régulier. Mais oui, curieusement, en fait, en tout cas, au cours des combats suivants, vous commencez à avoir en tout cas le sentiment de reconnaître, d'identifier quels sont les fusils qui tirent. Ouais. Donc là, à ce moment-là... Là, pour le moment, ça tirait au niveau de l'avant-garde. Nous étions quand même sur un terrain... La compagnie était engagée sur l'avant-garde de la compagnie était engagée sur une piste entourée d'herbes à éléphants. Donc le paysage pourrait être semblable un petit peu à ce que vous voyez un paysage de RC4, de route coloniale numéro 4, l'Indochine, pour vous faire sourire. Donc de l'herbe très haute, quoi. De l'herbe très haute, une végétation assez dense de part et d'autre. Ah, donc c'est bien pour se planquer en plus. Et donc très rapidement, les coups de feu, donc les premiers coups de feu ont éclaté. Un petit temps de latence intervient et très rapidement des coups de feu éclatent de part et d'autre de la colonne de l'avant-garde. Donc, ce qui tendait à démontrer, et après nous avons eu effectivement la confirmation que du personnel avait été détecté par un avion d'observation Yoda. Il s'était mis en place effectivement de part et d'autre de la piste et nous attendait
devait nous attendre en tout cas. Voilà. C'est une sorte de manuel de l'embuscade, quoi. Vous avancez sur la seule route, ils sont partout autour de vous, et en plus ils vous bouchent l'entrée de la ville. Donc là, la situation est un peu compliquée, puisqu'effectivement, les éléments d'infanterie n'ont pas eu le temps de débarquer, ils sont encore dans leur VAB. Les éléments blindés, le peloton blindé ne dispose effectivement que de 2 saguets. Ces cavaliers portés sont sur des véhicules légers, P4. Et donc la situation effectivement, à ce moment-là, semble assez dure. Les fantassins, donc les chasseurs alpins de la section qui suit le peloton, ripostent directement à partir de leur véhicule blindé dans un premier temps, à partir d'étapes, pour faire reculer un adversaire qui s'approchait à quelques mètres des véhicules. Les cavaliers portés tentent tant bien que mal de s'abriter derrière leur propre véhicule. Les cavaliers portés, donc c'est dans les P4. Ceux qui sont dans les P4, voilà. Les P4, alors signalons peut-être aux auditeurs, c'est pas blindé du tout. C'est non, vraiment une grosse Jeep. C'est le descendant de la Jeep Willys, oui, vous pourrez la qualifier de la sorte. Voilà, c'est vraiment pour s'abriter dans une P4, il faut y aller, quoi, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Et donc la riposte s'effectue. Au même instant, nous avons confirmation que l'un des rafales en QRA l'un des rafales en appui va effectuer une passe. Tout le monde se réabrite à l'intérieur du véhicule. Les débarquements n'ont pas encore été faits, les ripostes sont faits à partir d'étapes. Et là, nous avons effectivement ce bruit, ce plongeon, et d'un seul coup cette explosion avec cette impression de tremblement de terre. Donc une bombe a été lâchée. Du Rafale. Le Rafale, ou peut-être le deuxième, je n'ai pas pu le voir, mais a réeffectué une deuxième passe, où cette fois-ci, il a tiré de part et d'autre de la piste avec son canon de 30. Ça a eu le mérite en tout cas d'avoir un effet assez dissuasif, un effet qui a remonté le moral des hommes embarqués, en tout cas moi ceux que j'ai pu observer, et un effet assez dissuasif vis-à-vis de nos adversaires qui ont reculé, qui ont été contraints de reculer. Ce qui nous a permis... Parce que là, donc, ils étaient quand même très proches, ils se rapprochaient beaucoup, et c'était... oui, vous deviez pas vous sentir bien à ce moment-là, et le passage des rafales a donc été assez rassérénant, quoi, pour vous. Oui, parce qu'en fait... Le VAB notre véhicule de transport à ce moment-là, le VAB est un véhicule de transport. Il n'y a rien de pire, en fait. Le fantassin combat débarqué. En tout cas, le fantassin motorisé, le chasseur alpin combat débarqué. Et il n'y a rien de pire que d'être, à un moment, se retrouver contraint de se défendre à partir de son véhicule. On constitue une cible idéale pour il suffit d'une grenade, un cocktail Molotov, voire pire, un lance-roquette, et le groupe est perdu. Donc cette action des rafales nous a permis très rapidement de pouvoir débarquer et de pouvoir en tout cas élargir légèrement notre dispositif avec ce que effectivement les herbes à éléphants nous permettaient en termes d'éclatement de dispositif, tout en gardant une liaison visuelle. Le but n'était pas à un moment d'offrir des cibles individuelles à nos adversaires. Et là, je sais pas, l'unité quoi était prête à ça, parce que je sais pas, comme ça se débarquer dans l'herbe à éléphant, c'est-à-dire donc avoir du mal à maintenir la liaison et pas pouvoir trop voir l'ennemi qui, si ça se trouvait, pas très loin, ça a pas l'air ça a l'air compliqué, quoi. Ça a l'air d'être le genre de truc pour lequel il faut avoir vraiment bien répété pour faire ça en sécurité, quoi. C'était une jeune compagnie, mais qui bénéficiait en tout cas d'un encadrement assez ancien. Donc c'était de jeunes chasseurs. Pour certains, ils avaient pas 2 ans de service, mais ils avaient été, à mon sens, très bien formés et ils étaient très bien commandés. L'expérience que je vous ai parlé en introduction de cet entretien, l'expérience de Mbali avait également fait l'objet de plusieurs discussions au sein de la compagnie. Donc il y avait cette séquence de surprise, mais qui n'en était finalement pas une. Et surtout, ce qu'il y a de très bien dans ce sens-là, c'est que dans le cadre de ces engagements, dans le cadre de ces combats, très souvent, les soldats restituent mécaniquement ce qu'ils ont appris en termes de drill. Donc la prise de position, le contrôle des différents secteurs, le fait de forcer l'ennemi à baisser la tête au moindre coup de feu adverse, ont été parfaitement restitués. Ce qui n'empêche effectivement que... C'est-à-dire quoi, forcer l'ennemi à baisser la tête ? Ça veut dire dès qu'il tire, on s'assure de riposter et de le contraindre à renoncer à son action. Le but étant de l'empêcher, en tout cas à un moment, de nous imposer son tempo.
très rapidement, nous avons en tout cas réussi du coup à débarquer, à nous déployer de part et d'autre de nos véhicules, et dans un premier temps à entretenir et à maintenir l'ennemi assez loin, de sorte qu'à un moment les armes se sont de nouveau tues. J'ai réussi à rejoindre le véhicule du chef de section, et à ce moment-là à pouvoir reprendre liaison avec le commandant d'unité et lui faire un état des lieux de la situation. Ce qui a permis à son niveau de pouvoir s'engager avec le deuxième échelon de la compagnie. Je note que les Seleka ont à mon sens été assez... Alors je ne sais pas si c'était en organisation, s'ils ont été suffisamment malins, mais il y a eu un moment de calme au cours duquel nous voyons les véhicules de la compagnie commencer à se rapprocher sur la route. Et au moment où ils ont réussi à recoller avec l'avant-garde, à ce moment-là, ils ont réintensifié le tir. Ça a coïncidé avec la... Et donc là, vous n'aviez pas pu ouvrir la brèche que vous vouliez pour entrer dans la ville. Vous étiez encore au milieu de la route, mais du coup, le reste de la compagnie était arrivé. Voilà, nous avions réussi en tout cas à replacer un dispositif assez cohérent. Mais le fait d'avoir une réaction dure initiale des Seleka nous avait convaincus qu'en définitive, un dispositif trop éclaté n'aurait pas favorisé la manœuvre. Notre objectif était bel et bien de repartir. L'avant-garde était déployée de sorte à reprendre sa progression, mais avec un élément directement sur ses arrières qui soit capable d'exploiter au plus vite une éventuelle percée. Le but n'était pas de tenir une position et d'avoir trop de temps avant que le deuxième échelon de la compagnie soit lancé. Le plan restait le même, pour le moment. Et surtout, le calme relatif nous faisait comprendre que malgré l'absence, et c'est très important de le dire, malgré l'absence initiale de confirmation visuelle des pertes qu'on avait infligées à l'adversaire, on savait globalement que nous leur avions quand même contraint à reculer et à renoncer temporairement. L'engagement de la compagnie, d'ailleurs, s'est fait, du deuxième échelon de la compagnie, s'est fait avec accompagné, si mes souvenirs sont bons, en tout cas je le revois, du Puma Pirate, avec son canon de 20 qui a survolé la colonne. Au moment où la jonction a été réalisée, à ce moment-là, les Seleka ont de nouveau ouvert le feu, ont intensifié, et chose qu'ils n'avaient pas fait jusque-là, ils ont utilisé des armes anti-chars. La première roquette est partie en direction du Puma Pirate, et est passée à, je pense, à moins d'1 mètre de son empennage. Et ensuite, une pluie de roquettes s'est abattue sur la colonne. Et quand je vous dis une pluie de roquettes, je pense qu'effectivement, j'ai arrêté de... Mécaniquement, nous ne savons pas, le cerveau humain fait des choses parfois un peu bizarres, mais je pense que j'ai arrêté de compter après 20 roquettes. Et ils touchaient ? Non. Non, ils n'ont pas touché. Ils n'ont pas touché et c'est... Ça paraît difficile. Enfin, c'est-à-dire, à la distance dont vous indiquiez qu'ils étaient, ça paraît compliqué de réussir à tirer sur une grosse colonne quand même et de réussir à jamais la toucher, quoi. Alors, ils ont dans un premier temps, il faut quand même se rappeler, donc ils ont bien reculé. Ils avaient reculé. Ils évitaient de... C'est 50, 100 mètres, vous... Je pense. Nous ne pouvons quasiment pas les voir. Les seuls qui s'approchaient trop rapidement disparaissaient aussi rapidement, parfois, excusez-moi l'expression, partant la tête en arrière, et d'autres disparaissant, voilà, nous ne saurons pas. Nous connaîtrons finalement le bilan que quelques jours plus tard, à la fois de par les consolidations initiales du renseignement sur les pertes immédiatement infligées, mais également par le retour de les études sur les admissions de certains éléments du système de santé local quant au nombre de blessés par balle qui sont arrivés, ce genre de choses. Donc, ils tirent de partout, oui. Et ils touchent jamais. Ils tirent de partout. Je vous dirais quand même qu'il y a un immense... outre les grandes compétences, les grandes qualités humaines de nos petits chasseurs, il y a eu également un facteur chance certain. Voilà. Il était difficile également pour eux de tirer, puisqu'ils évitaient de s'exposer aux tourellos de nos VAB. Donc ils tiraient depuis les herbes à éléphants, essayaient de s'offrir également quelques fenêtres de tir. Les roquettes passaient de part et d'autre. La colonne, le commandant d'unité, à un moment, a donné l'ordre de rompre le contact, appuyé par les feux du Puma Pirate, appuyé par les tirs également de la compagnie du 2e rep, ces tirs mortiers, en appui de notre position, mais il a donné l'ordre effectivement de rompre le contact, puisque la situation devenait intenable. Et les roquettes continuaient à passer entre les VAB. Ça, ils tiraient pas trop bas, ils tiraient entre... C'est juste... Ça passait entre les VAB, effectivement, ouais. Oui. Nous avions également les VAB à l'époque n'étaient pas des VAB avec des tourellos téléopérés, c'est-à-dire que nous avions nos tireurs qui étaient la tête à l'extérieur sur leur tourello 12-7 et qui appuyaient et qui voyaient également les roquettes passer. Sans oublier cet hélicoptère qui avait également droit à son
au lot de roquettes qui lui était adressé. Ça a été une séquence où on peut dire que la personnalité du commandant d'unité, qui avait inspiré un immense respect à l'ensemble de ses chasseurs, et ça bien en amont de la projection, faisait que tout le monde, en tout cas, avait confiance en lui, leur assurait. La qualité des cadres de contact également, qui s'assuraient que personne ne défaille au sein du détachement, a fait en sorte que nous avons assisté à une rupture de contact de niveau compagnie. C'est-à-dire que vous imaginez environ 9 VAB, avec devant eux également 2 SAG, des P4, etc., qui reculent sur une route de campagne boueuse, avec d'un côté les tireurs 12-7 qui prennent l'un des côtés de la route, et les éléments débarqués qui marchent à côté du VAB qui prennent l'autre secteur. Vous êtes à ce moment-là, quel que soit votre grade, un fantassin comme un autre, jusqu'à ce que vous ayez rejoint une zone sûre, au cours de laquelle très rapidement on puisse réarticuler un dispositif. Et après, vous y êtes retourné ? Il a été très dur lorsqu'on a réintégré le dispositif du GTIA, lorsque nous nous sommes retrouvés au sein du dispositif du 2e REP. Il était très dur à ce moment-là de se rendre compte en fait à quel point on leur avait fait mal. À ce moment-là, vous n'avez effectivement en tête, la plupart des gars n'avaient en tête que le fait que la poudre avait quand même parlé pendant au moins 2 heures. Pendant au moins 2 heures. Vous avez pas eu de blessés ni de morts ? Eh bien, écoutez, ce jour-là, non. Nous avons réussi à quitter la zone des feux sans perte. Et nous avons infligé en revanche un nombre assez conséquent, effectivement, de pertes à l'adversaire. Mais à ce moment-là, c'est assez dur de s'en rendre compte. Et très rapidement, la question n'est pas de savoir... la question est surtout, il faut absolument rétablir un dispositif qui évitera à l'ennemi, s'il en a la possibilité, d'exploiter son succès. Donc l'objectif était de regrouper des soldats qui étaient quand même finalement marqués, mais qui avaient quand même un moral assez solide face effectivement à l'absence de pertes, et leur permettre et nous articuler dans un dispositif qui nous permette très rapidement de savoir quelle était la suite à donner. Est-ce qu'il fallait attendre des renforts plus conséquents, ou est-ce que l'action allait être relancée en direction de la capitale avec de nouveaux appuis ? Au final, quelques heures plus tard, nous avons appris que finalement les pertes avaient été assez élevées côté Seleka. Que du coup, ça valait le coup d'y retourner tout de suite avant qu'ils se reconstituent. Et du coup, en fait, les pourparlers initiaux avaient conduit au fait que les Seleka, finalement, acceptaient notre entrée dans la ville. Vous appelez ça des pourparlers ? Il y a eu des... Je sais, mais c'est vrai. Il y avait des pourparlers à côté des pourparlers que vous venez de nous décrire. Il y avait donc effectivement... Ce qu'il y a de paradoxal, c'est que vous vous engagez, du coup, on s'est engagé en fin d'après-midi sur cette même route, couverte de douilles, couverte d'étuis, excusez-moi, en parlant un peu plus technique et militaire, couverte d'étuis de munitions. Nous nous engageons sur cette route en direction de Batangafo, et nous rentrons dans cette ville à la nuit tombée. Cette route même où plusieurs, en tout cas, à un moment, s'étaient dit, mais de manière... je dirais assez lucide, en milieu de matinée, est-ce que finalement, je verrai le soleil se coucher ce soir ? Et à l'intérieur de la ville, je sais pas, il y a des gens, ça se passe comment, quoi ? Enfin, déjà avec les milices qui sont probablement pas loin toujours. Enfin, une fois, super, vous êtes entrés, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Alors nous sommes très rapidement... Nous sommes déployés, nous avons déployé immédiatement le dispositif central à proximité d'une grande bâtisse, à proximité d'une église désertée, excusez-moi. Et on a lancé des premières patrouilles pour commencer juste à installer des postes, des points de contrôle dans différents secteurs de la partie occidentale de la ville. Voilà. Ça s'est déroulé quand même sous une pluie battante. La pluie avait eu le bon goût de ne pas intervenir pendant les combats de la matinée. Mais ça s'est déroulé sous une pluie battante, avec toute la part d'incertitude que l'on ressentait dans les comptes rendus radio, puisqu'effectivement, des silhouettes étaient parfois observées. Restait à déterminer si c'était des personnes civiles qui quittaient le camp de réfugiés pour aller récupérer des affaires et retourner dans leur camp. Est-ce qu'il s'agissait de Seleka qui abandonnaient leur position ? Voilà. La compagnie était sur le qui-vive.
La compagnie était sur le qui-vive, mais la tension était quand même moindre que le matin même. En parallèle, notre état-major, l'état-major du GTIA à ce moment-là, du bataillon, discutait, était en pourparlers direct avec les autorités Séléka locales. Donc l'installation se fait sous une pluie battante, mais globalement, nous savons que nous avons quand même pris un ascendant moral au cours de la matinée, puisque les premières pertes commencent à nous être communiquées. Et passé le soulagement, nous, de n'en avoir eu aucune, voilà, nous pensons qu'il y a quand même un petit ascendant qui est pris sur l'adversaire. La nuit se passe globalement sans encombre. La journée est marquée par des patrouilles lancées par les deux compagnies, donc qui prennent liaison un petit peu avec la population éparse qui n'est pas cachée dans le camp de réfugiés, des contacts cordiaux avec les Congolais et surtout la poursuite des pourparlers avec les Séléka. Ce que je ne vous ai pas dit à ce moment-là, jusqu'à présent dans l'entretien, c'est que la veille déjà, les gazelles que j'avais mentionnées étaient intervenues pour détruire des éléments qui arrivaient en pick-up, en renfort depuis une garnison plus au nord, Cabo. La journée se passe, les pourparlers se poursuivent. Les Séléka insistent de leur côté sur le fait que la France, enfin la force Sangaris, mais également donc la MISCA, la mission de l'Union africaine, doivent aussi donner des gages de bonne volonté, des gages d'apaisement pour éviter que la situation dégénère. Et vers la fin de l'après-midi, alors que j'étais au poste de commandement en train de suivre la situation et en train d'attendre des nouveaux éléments du commandant d'unité, j'ai un chef de groupe qui arrive accompagné de civils qui m'informe en fait que ce civil a de la famille dans le nord, plus au nord, et qu'ils l'ont contacté par téléphone pour lui dire que des renforts Séléka étaient en train de descendre sur la ville et annoncer qu'ils allaient combattre avec les Français. Le temps de rendre compte sur le réseau radio de cette information, nous apprenions que les Séléka coupaient court aux négociations et reprenaient les hostilités. L'objectif à ce moment-là était de rassembler toute une compagnie qui est à nouveau réengagée dans un contrôle de zone et de pouvoir très rapidement se réarticuler dans un dispositif défensif. Ah, sauf que là, vous étiez au milieu de la ville et que... Exactement. Très rapidement, les ordres parviennent. Le bataillon se regroupe sur le plateau de la ville où se trouve autour du camp de réfugiés et met en place un dispositif ce que j'appelle en 360 degrés. Un dispositif omnidirectionnel, puisqu'à ce moment-là, nous n'avons plus aucune certitude de la sûreté et de notre zone arrière et de notre zone avant. Tout se fait dans l'urgence. Je place le peloton, puis les sections, puis les sections physiquement, et les premiers coups de feu éclatent. L'ennemi a tiré, là je peux parler à ce moment-là d'ennemi, a tiré les leçons de l'affrontement de la veille. Et donc à nouveau, nous avons une pluie de roquettes qui s'abat sur nous, mais cette fois-ci, ils les utilisent un petit peu en palliatif des mortiers, c'est-à-dire qu'ils les tirent en cloche. Donc nous commençons, outre les tirs qui partent des abords du plateau, nous commençons également à avoir des roquettes qui partent en cloche et qui frappent les versants du plateau. À cette occasion, l'expression est mauvaise, mais je dirais que j'ai la chance de pouvoir enfin les apercevoir. Contrairement au précédent combat où c'était des silhouettes furtives, soit dans une végétation intense, soit dans les herbes à éléphants, là nous les voyons. Nous les voyons sortir des couverts, les voyons progresser. C'était des gens qui avaient quand même un entraînement militaire. Beaucoup perçoivent aujourd'hui des fois les milices africaines comme des gens en guenilles qui profitent que de la force de leurs armes. Non, il s'agissait de personnes qui avaient un entraînement militaire, qui savaient à quel moment ils devaient se progresser en colonne quand ils étaient en couvert, et lorsqu'ils atteignaient les zones de découvert, se déployer suffisamment largement en ligne et commencer à monter par appui mutuel. Ce que je dis par appui mutuel, c'est une partie tire, l'autre moitié avance, l'autre moitié atteint son point, elle se poste, elle tire et les autres progressent. Ouais, c'était vraiment un siège, quoi. C'est ça. Il prenait d'assaut le plateau, quoi. Très rapidement, nous avons un ange gardien qui intervient, une nouvelle fois, un Rafale, pour faire de la publicité à ce bel avion, qui intervient grâce au renseignement de camarades du 2e REP et à la coordination de notre observateur d'artillerie. Le point de ravitaillement en roquettes de l'ennemi est identifié
un Rafale intervient et le détruit. On le voit percer les nuages. À ce moment-là, le soleil est à nouveau un petit peu revenu. Il perce les nuages, il lâche sa bombe, et une intense explosion salue l'arrivée de la bombe sur l'objectif. À ce moment-là, les tirs de roquettes se font beaucoup moins intenses, voire s'amenuisent complètement dans certains secteurs. En parallèle, nous sommes sur une position défensive cette fois-ci, même si la mise en place s'est faite dans l'urgence. Nos hommes disposent de fusils avec des bons optiques. Voilà. De très bons optiques, des optiques issues de leurs équipements, de leur panoplie félin. Et donc l'affrontement tourne très rapidement en notre faveur. Même s'il faut reconnaître le fait que l'adversaire, brave, ne relâche pas ses efforts. La première vague d'assaut est repoussée. Une deuxième vague d'assaut tente sa chance à nouveau à la nuit tombée. Une troisième vague tentera à nouveau de se rassembler, mais cette fois-ci, la nuit faisant et l'ennemi s'appuyant non pas pour la grande majorité sur des jumelles de vision nocturne, mais sur ses téléphones portables et les écrans de ces téléphones portables pour essayer de se repérer, commence à être cueilli dans ses déplacements. Dans le secteur de la compagnie du 2e REP est observé un rassemblement de combattants dans une des bâtisses. Ce rassemblement a immédiatement communiqué à l'un des équipages de Gazelle, qui détruit la bâtisse d'un coup de missile Hot. Missile Hot, rappelons que c'est les missiles anti-chars. Oui. Ça marche bien pour une bâtisse. Ça marche très bien. À ce moment-là, l'ennemi renoncera. Il n'y aura plus de nouvelles tentatives d'assaut de l'ennemi, mais encore une fois, à ce moment-là, nous ne le savons pas. Donc la nuit se poursuit dans une ambiance de tendue, mais résolue. Nous sommes tendus parce que l'histoire l'a montré, et très souvent c'est ce que nous étudions dans nos cas tactiques. En règle générale, l'ennemi teste le dispositif la nuit, et la véritable attaque se fait à l'aube. Et à ce moment-là, j'imaginais, sans fantaisie aucune, qu'ils avaient testé, ils avaient pu voir à peu près comment nous réagissions, et qu'ils se préparaient très probablement à lancer une dernière vague d'assaut à l'aube. Beaucoup de munitions également ont été consommées, le tir a été discipliné, mais beaucoup de munitions tout de même avaient été consommées puisque l'adversaire était nombreux. On a eu droit à un ravitaillement de nuit apporté par un hélicoptère depuis la capitale, donc qui nous a permis en tout cas de redoter nos saguets de munitions de 7,62 mm. Et qui apportait également des munitions pour nos fusils. Mais c'était complexe. Cette défense, on l'a réalisée, et ça j'insiste, on l'a réalisée également en étroite coordination avec nos camarades congolais de la MISCA qui se sont montrés très braves. Ils occupaient des positions avancées dans la nuit, bien en amont du dispositif pour pouvoir être en mesure de renseigner et de harceler toute nouvelle tentative d'attaque des Séléka. Voilà, c'était vraiment une fraternité d'armes qui s'est créée entre les deux contingents. Il y a eu des échanges de patchs à la fin lorsque ordre a été donné de désengager le GTIA de Batangafo, lorsque les conditions étaient réunies pour que les Congolais puissent continuer leur mission. Voilà, une vraie fraternité d'armes. Les patchs, rappelons que c'est ce que vous portez sur les épaules, c'est les identifiants d'unités et d'armes en général. Et pas de blessés ce jour-là ? Ce jour-là, nous avons eu 3 blessés. Si ma mémoire ne me fait pas de défaut, aucun au sein de la compagnie. Il y a eu 1 à 2 camarades du 2e régiment étranger parachutiste qui ont été blessés et un camarade congolais de la MISCA. Les trois ont pu être évacués de nuit par hélicoptère en direction de la capitale. Ouais, comme la veille, vous en êtes pas mal sortis. Oui. Oui, c'est encore une fois, comment ? Je ne dirais pas le facteur chance, mais c'est encore une fois un beau concours de circonstances. C'était un affrontement assez rude. Ouais. Et après ça, vous avez pu prendre un peu de repos ? Après ça, nous sommes... très rapidement, les conditions ont été réunies pour un accord de cessez-le-feu entre la MISCA Sangaris et les Séléka présents. Nous nous sommes postés en force de réaction rapide aux sorties sud de Batangafo, dans une petite localité, un petit village qui avait été abandonné. Et nous y sommes restés pendant quelques jours.
La grande surprise a été qu'au cours de la première nuit, les sentinelles rapportaient que des mouvements étaient observés de personnes non armées aux abords du village. Le lendemain, nous avons vu des hommes sortir de la végétation, commencer à remettre en ordre des meubles renversés, des choses comme ça. Ils sont venus mettre quelques sièges auprès de notre poste de commandement, en remerciant le commandant d'unité. Le surlendemain, nous avons eu les premières familles qui sont arrivées. Vous leur avez pas tiré dessus. Non. Le surlendemain, nous avons eu les familles qui sont arrivées, justement. Et au bout de 4 jours, ce village avait repris vie. En fait, ce village avait été traversé à la base, lorsque nous étions montés sur Batangafo, ce village était désert. Ces gens se cachaient, en fait, des Sélékas. Et de par notre présence, en fait, ils sont ressortis, et donc femmes, enfants, quelques têtes de bétail, et le village reprenait vie en quelques jours de présence. Je pense que ça restera peut-être l'un des meilleurs souvenirs de cette mission, et à illustrer en fait le sens de notre action auprès de nos plus jeunes soldats. Merci beaucoup, commandant Christophe. Merci à vous.